Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de SG Bourse Live. Nous sommes en direct pendant une demi-heure pour vous proposer le meilleur des produits de bourse de la Société Générale et puis également faire un tour d'horizon de l'actualité économique, des marchés financiers mais aussi des grandes entreprises. Pour nous accompagner aujourd'hui, Aurélien Recchia, responsable des produits de bourse Société Générale. Bonjour. Bonjour Loïc. Et puis Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour. Bonjour Loïc. Allez, on va jeter un œil à ce qui vous attend dans cette émission avec le sommaire. On va d'abord jeter donc un œil aux ETF et aux certificats 100%. Ça, ce sera pour le corps de cette émission. On commencera avec l'édito et un focus sur les pays émergents, l'Argentine et la Turquie notamment qui souffrent en cette rentrée. Vous découvrirez ensuite l'agenda de la semaine, les événements micro et macroéconomiques qui vont influencer les marchés dans les prochains jours, avec notamment une annonce importante à noter de la BCE concernant la politique monétaire européenne. Et puis nous détaillerons un point d'actualité à surveiller, à savoir aujourd'hui l'entreprise Legrand face à la justice accusée d'entente illégale avec d'autres sociétés. Dans notre rubrique Produits de bourse, Aurélien Recchia vous présentera donc les ETF et les certificats 100%. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Quels bénéfices vous pourrez en retirer? Réponse dans un instant. Et puis nous retrouverons évidemment Valérie Gastaldi pour une analyse technique du CAC 40 et des marchés américains avant d'évoquer les secteurs de la santé et des services financiers. Un bien beau programme. Merci d'être avec nous. SG Bourse Live, c'est parti. L'actualité géoéconomique de ces derniers jours, ce sont donc deux pays émergents qui souffrent en cette rentrée 2018, l'Argentine et la Turquie. On va commencer avec l'Argentine qui connaît actuellement sa deuxième crise majeure en 20 ans. Certains spécialistes parlent même de séisme monétaire et boursier. Et pour cause, le peso, la monnaie locale, a perdu plus de 50% de sa valeur face au dollar depuis janvier. La projection d'inflation annuelle est passée de 15 à 40% et le pronostic de croissance a été revu à la baisse de 3,5% à moins 1% du PIB. Du coup, Mauricio Macri, le président centre-droit, a appelé le FMI à l'aide. Il s'est rendu la semaine dernière à Washington pour accélérer la mise en place d'un programme d'aide de 50 milliards de dollars sur 3 ans qui a été attribué en juin dernier. En contrepartie, le dirigeant argentin a mis en place de nouvelles mesures d'austérité et a annoncé vouloir atteindre l'équilibre budgétaire en 2019. De leur côté, les syndicats envisagent une grève générale et dans 2 provinces, il y aurait eu des tentatives de pillage de supermarchés. En Turquie, maintenant, la croissance commence elle aussi à ralentir. Les économistes ont revu leurs perspectives à la baisse après la chute de 41% de la livre turque face au dollar depuis le début de l'année. En cause, des tensions diplomatiques avec les États-Unis et puis la crainte d'une mainmise du président Erdogan sur la politique monétaire. Alors c'est vrai qu'avec une croissance de 7,4% au premier trimestre 2018, on peut se dire que tout va bien. C'est vrai que ça laisse songeur, surtout chez nous en France. Oui, mais voilà, entre une inflation de près de 16%, des entreprises fortement endettées en devises et puis la Banque centrale qui a relevé son taux d'intérêt à 17,5% en juin, eh bien, la Turquie pourrait entrer en récession dans les mois à venir, du moins selon les économistes spécialistes de la région. Il est temps de jeter un œil aux événements micro et macroéconomiques qui vont marquer la semaine et la semaine prochaine et qui vont donc forcément peser sur les marchés. On commence aux États-Unis avec la publication du rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, l'occasion d'avoir un aperçu détaillé du marché pétrolier à l'échelle mondiale et de ses perspectives. Ce sera d'ailleurs juste après cette émission à 13h. Toujours aux États-Unis, mais jeudi, cette fois, on suivra avec attention la publication de l'indice des prix à la consommation, un outil qui permet de mesurer l'inflation avec un impact à chaque fois haussier ou baissier sur le taux du dollar. Demain à 13h45 en Europe, la Banque centrale européenne rendra sa décision concernant les taux d'intérêt pour le mois de septembre et c'est important puisque ce sont des informations que les traders surveillent avec attention puisque ces taux d'intérêt à court terme fixent la politique monétaire de la zone euro. Et puis juste après à 14h30 demain, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, donnera une conférence de presse sur ces taux directeurs justement. Attention d'ailleurs, puisqu'à chaque prise de parole de ce genre, eh bien, on constate une forte volatilité dans les marchés, puisque
puisqu'en fait les questions des journalistes ne sont pas connues à l'avance et elles peuvent créer du trouble chez les investisseurs. Du côté des entreprises, cette fois et en France, demain 13 septembre, on suivra de près la publication des résultats du premier semestre de la société Esso. Et puis vendredi, Futuren, producteur indépendant d'électricité éolienne en France, en Allemagne, en Italie et au Maroc, rendra également public ses résultats semestriels. On file outre-Atlantique, aux États-Unis, nous suivrons la publication des résultats trimestriels du groupe Adobe Systems Incorporated, spécialiste bien sûr de l'édition de logiciels qu'on utilise tous chez nous ou au bureau au quotidien, à surveiller donc demain. Et on avance un peu dans le temps, rendez-vous donc ce lundi 17 septembre pour découvrir les résultats trimestriels de la société bien connue de transport de fret à l'international, FedEx. Du côté du point d'actualité à surveiller ce matin, ça concerne l'entreprise Legrand. Hier, le fabricant de matériel électronique coté sur Euronext a assuré qu'il comptait coopérer avec la justice française suite à des accusations d'entente illicite, d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale, entre autres, impliquant également les sociétés Schneider Electric, Rexel et Sonepar. Suite aux révélations du site Mediapart en avril dernier, faisant état d'une entente entre ces sociétés pour tirer les prix vers le haut et limiter la concurrence, eh bien, Legrand a confirmé qu'une perquisition avait eu lieu dans ses locaux le 6 septembre dernier. Le porte-parole de la marque a déclaré, je le cite, « Legrand n'est pas en mesure de commenter les procédures en cours, mais rappelle attacher une importance primordiale au respect des législations et des règles d'éthique. » Voilà pour l'actualité des marchés. On va tout de suite s'intéresser aux produits de bourse avec Aurélien Réquillard. Le produit de bourse de la semaine tient en 3 lettres, ETF pour Exchange Traded Funds, qu'on appelle aussi en France des trackers. On va en parler plus concrètement avec Aurélien Réquillard. Rebonjour. Rebonjour. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ces ETF? Alors un tracker, comme vous l'avez dit, ou un Exchange Traded Fund, un ETF, vise à répliquer pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. Il rentre dans la catégorie de la gestion dite passive, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gérant qui va chercher à surperformer un indice, et donc on sera dans la gestion active, l'ETF, lui, vise à répliquer pas à pas les performances d'un indice. Donc je vous donne un exemple très simple. Si on a un ETF ou un tracker sur l'indice CAC 40, eh bien 1% d'évolution sur le CAC 40 donnera 1% d'évolution sur mon ETF, sur mon tracker. Alors comment ça fonctionne très concrètement? Alors les ETF sont des fonds cotés en bourse, c'est-à-dire que je peux les échanger, les acheter et les revendre aussi simplement qu'une action via mon compte titre ou via mon PEA. Donc c'est comme ça que je peux intervenir. Il me suffit, en tant qu'investisseur, il me suffit d'avoir chez mon courtier ou chez ma banque un compte titre ou un PEA ouvert et je peux acheter à tout moment durant la séance boursière un tracker ou un ETF. Alors vous allez nous présenter un ETF qui s'appelle Lyxor ETF. Qu'est-ce donc? Oui, Lyxor ETF, en fait, Lyxor c'est la marque 100%, filiale à 100% de Société Générale. J'indiquais que les ETF étaient des fonds cotés en bourse. Fonds signifie société de gestion. Société Générale est une banque et donc elle détient Lyxor qui fait de la gestion passive et donc qui gère les ETF de la marque du groupe. Alors comment on fait si on veut investir dans des ETF? Alors il suffit d'un compte titre ou d'un PEA. Les ETF sont cotés en bourse sur Euronext Paris de 9h05 à 17h30 avec un fixing à 17h35 comme sur les actions. Et les ETF finalement ont plusieurs avantages. La simplicité. Je sais qu'un ETF réplique un indice. Il suit, il traque, tout le nom de tracker, il traque les performances d'un indice. Une fiscalité qui est très attractive avec le PEA pour une grande partie des ETF sur indice action et puis maintenant la flat tax sur le compte titre qui a été instauré cette année en 2018 et puis des faibles coûts. On parlait en préambule de gestion passive. Il n'y a donc pas de gérant derrière qui va chercher à faire du stock picking, c'est-à-dire à sélectionner des actions en particulier. De ce fait, on est sur un business ou sur des grosses volumétries et donc on peut proposer des trackers à des très faibles coûts. Je vous donne un exemple. L'ETF sur le CAC 40 est margé, sa commission annuelle est de 0,25% par an. Ce sont les frais que je vais payer en tant qu'investisseur chaque année sur le montant investi et au prorata de la durée de détention. En dehors de ces frais, il faudra simplement s'acquitter des droits de courtage et des droits de garde, des frais de courtage et des droits de garde éventuels qui sont prélevés par mon intermédiaire financier. Est-ce que c'est plus sécurisant d'investir dans des ETF que dans des actions? Alors,
Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est plus sécurisant? La première réponse, c'est non. Quand j'achète un ETF, j'ai le même risque que l'indice sous-jacent, donc que le marché. Si j'achète un ETF sur le CAC 40, par exemple, sur l'indice CAC 40, eh bien j'ai le même risque que le CAC 40. Donc un risque qui peut être total. Le CAC 40 peut aller à zéro potentiellement. Bon, c'est compliqué, mais en tout cas, je peux perdre plus que mon montant investi, même beaucoup plus. Après, la deuxième réponse, le deuxième élément, c'est l'ETF est un outil de diversification. C'est-à-dire que si j'achète une ou deux ou trois actions, je serai relativement peu diversifié. Si j'achète l'ETF CAC 40, j'achète les 40 actions qui composent l'indice et donc je me diversifie en une seule transaction. Je passe un ordre en bourse et j'ai accès aux 40 actions dans les proportions du CAC 40. Je rappelle que le CAC 40 est un indice pondéré par les capitalisations boursières. C'est-à-dire que les 40 actions n'ont pas le même poids au sein de l'indice. Elles ont un poids qui est défini pour chaque société par leur capitalisation boursière. Donc voilà, je parle beaucoup du CAC 40. En fait, on peut investir sur énormément d'indices. Dans la gamme de TF Lixor, on a 200 indices disponibles. S&P 500 par exemple. C'est la même mécanique. En une seule transaction, je m'investis sur mon compte titre en France ou sur mon PEA sur le marché américain. Donc voilà, c'est un outil de diversification par classe d'actifs et par géographie également. Et alors, quelle stratégie on adopte pour performer justement sur les marchés avec des ETF? Alors, je parlais du CAC 40 parce que les investisseurs en France sont très locaux, j'allais dire. On a mis ici deux stratégies qui sont à titre illustratif. La stratégie CAC 40 qui peut être une stratégie de long terme ou de très long terme. Les ETF n'ont pas de fin de vie. Je peux m'investir sur un CAC 40 et le garder pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Ça peut être un très bon produit de fonds de portefeuille. Il va me verser des dividendes, etc. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient, mais je crois que beaucoup d'investisseurs qui réussissent sont dans une stratégie de buy and hold, c'est-à-dire j'achète et j'attends. Mais oui, mais c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, souvent, ceux qui débutent en bourse pensent que ça peut être rapporté très vite. Or, il faut le dire, tous les investissements sont sur le long terme, il faut être patient. En tout cas, pour débuter, je conseille vraiment d'avoir un portefeuille diversifié et qui soit sur du long terme, en tout cas pour une fraction de son capital. Après, on peut changer complètement d'orientation et pour les investisseurs avertis, il y a des ETF qui répondent aussi à leurs besoins à eux sur des stratégies plus tactiques. Et là, on va aller sur du levier dans le compte titre ou dans le PEA. Il y a deux ETF dont je voulais parler, c'est le Daily Leverage et le Daily Double Short. Alors, qu'est-ce que signifient ces acronymes ou ces terminologies anglo-saxonnes? Daily Leverage, ça veut dire je fais x2 la performance du CAC 40. x2 la performance quotidienne du CAC 40. Si le CAC 40 fait plus 1%, eh bien, avec mon ETF, je fais plus 2%. C'est très bien, ça multiplie mes gains, mais ça multiplie également mes pertes, évidemment. Si le CAC 40 fait moins 3 ou moins 4, eh bien, je ferai moins 6 ou moins 8% sur mon investissement. Le symétrique de ça, si on a une stratégie baissière sur du court terme, j'insiste bien, eh bien c'est le Daily Double Short qui va bénéficier au contraire d'une baisse. Je vous donne un exemple chiffré encore une fois très très simple. Si l'indice CAC 40 baisse de 2% dans la journée, eh bien le TF Daily Double Short va faire moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire plus 4%. Alors si on devrait résumer rapidement, quelles sont les forces de ces ETF? Les forces des ETF, c'est la simplicité du mécanisme. Je réplique pas à pas les performances d'un indice. Deuxième point, c'est la liquidité. Je suis capable de les acheter et de les vendre à tout moment durant la séance boursière. Et le troisième point, c'est les coûts. On a sur ces ETF des coûts qui sont limités, des frais de gestion qui sont compris entre 0,10 et 1% par an, sans frais d'entrée, sans frais de sortie, ni frais de surperformance qu'on retrouve sur les fonds traditionnels de gestion dite active. Et donc, comme on vient de le voir à l'écran, on peut aussi investir dans le monde entier. Dans le monde entier, j'ai parlé beaucoup du CAC, j'ai parlé un petit peu du S&P 500. En réalité, on couvre tout le monde, que ce soit sur des indices très globaux, MSCI World, en une transaction, je m'investis sur l'ensemble du marché action, ou par zone ou par pays. Pour vous donner juste un exemple, ou 2-3 exemples, on peut investir sur l'Indonésie, sur la Chine, sur la zone Asie, sur la zone Amérique. Voilà, on peut vraiment se panacher un portefeuille de manière très forte. Alors on va passer au certificat 100%, peut-être? Oui. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les certificats 100% ont le même objectif que les ETF, c'est-à-dire répliquer pas à pas les performances d'un actif sous-jacent. Il faut savoir que les ETF et dans des fonds, ils sont
réglementairement limités par deux choses. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas être indexés sur un panier de moins de 5 valeurs, au minimum 5 valeurs. Et la deuxième, c'est que l'effet de levier est limité à 2. Pour répondre à ces contraintes réglementaires et pour aller un petit peu plus loin, il existe les certificats 100% qui permettent par exemple sur la France d'investir sur l'or. Si je veux acheter de l'or en format papier dans un compte titre, c'est possible, non pas avec un ETF à cause de ce que je viens de dire, mais avec des certificats 100%. Je peux donc acheter un certificat 100% or dans mon compte titre, je peux acheter un certificat 100% pétrole dans mon compte titre et donc être exposé sur ces matières premières-là individuelles. Juste un point d'intention, vous savez que l'or et le pétrole sont libellés en dollars et j'ai donc la performance du dollar à prendre en compte dans mon investissement. Je vais en bénéficier si le dollar progresse versus l'euro et au contraire ça va m'être défavorable si le dollar baisse par rapport à l'euro. Alors du coup les avantages et les inconvénients maintenant? Oui, sur les certificats 100%, ils ont une forme juridique qui est différente de l'ETF. Ce ne sont pas des fonds, ils ne sont pas gérés par une société de gestion, mais ce sont des titres de créance qui sont émis par une banque, en l'occurrence Société Générale. Et donc, l'investisseur en certificat 100% a un risque de défaut lié à l'émetteur Société Générale. Donc, pour parler très clairement, si Société Générale venait à faire défaut, eh bien, le risque sur un certificat 100% est plus grand que sur un ETF qui est un fonds, c'est sa forme juridique. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est ETF et certificats 100% pour diversifier un portefeuille de manière simple, transparente et peu coûteuse au sein d'un compte titre ou d'un PEA, des outils donc complémentaires qui permettent de se constituer un portefeuille très diversifié à la fois en termes de classe d'actifs que de zones géographiques. Merci beaucoup Aurélien Réquillart. On va voir tout de suite l'application concrète de ces ETF et de ces certificats 100% sur les marchés. Et pour ce faire, nous allons rejoindre Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Rebonjour. Bonjour Loïc. Alors on va jeter d'abord un œil à l'exposition sur le CAC 40 qui est aujourd'hui, donc qui a ouvert à plus 0,45% à l'heure où on parle, 5307 points. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des ETF sur le CAC 40 ? Alors déjà, où va le CAC 40 ? C'est ça, où va-t-il ? C'est la première question. Alors ça c'est plutôt mon domaine à moi. Et sincèrement, il ne se passe pas grand-chose. En fait, ça fait depuis le début d'année que le CAC 40 évolue à plat. Je vous présente aujourd'hui un graphique qu'on appelle en base hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque barre représente les variations d'une semaine. Et je fais cela justement pour mettre en avant l'absence de tendance. Vous voyez ici, c'est mai 2017, l'élection d'Emmanuel Macron. On avait eu un emballement après les résultats du premier tour et juste après le deuxième tour, ça a été un sommet. Un sommet qui a été après légèrement franchi, mais vous voyez que chacun de ces franchissements est quand même ce qu'on appelle marginal. Et après chaque franchissement, on est retourné quasiment à 5000, pas tout à fait à 5000. Donc où en est-on dans cette histoire très lente? On a eu une tentative de franchissement sur le CAC 40 ici, fin mai 2018, il y a 3 à 4 mois. Et depuis, on est entre 5250 et 5500. Alors, si on respecte le rythme que l'on a eu jusqu'à présent, on doit quand même se méfier d'un retour à proximité de 5000 parce qu'on voit que pour mettre en place un rebond, le moment où les acheteurs se disent « tiens, le CAC, il a un prix où je ne peux pas résister, je vais acheter », c'est quand on approche de 5000. À 5250, les réactions que l'on a ne sont pas très importantes. Les gens ne trouvent pas que le CAC, ça représente une affaire extraordinaire. Donc on est quand même encore dans une période au cours de laquelle aujourd'hui on rebondit, on a un petit peu rebondi hier, ce sont des tout petits rebonds et on a quand même toujours un risque de retourner à 5000 sur le bas de cette grande consolidation. Voilà, donc il faut être tactique comme on dit et puis il faut plutôt privilégier les interventions, soit si on veut acheter
en baisse à 5000, 5050. Soit si on veut vendre, on va plutôt attendre 5600. Et quand on est au milieu, il faut être patient. vous y remarquez tout à l'heure. Il faut avoir le bon prix parce que là, en ce moment, tout est histoire de prix. On n'a pas la tendance qui nous porte. Ouais. Voilà. Aurélien, on le voit très bien, un marché très attentiste qui suit beaucoup Wall Street, qui regarde chaque tweet de Donald Trump, comment évolue également la situation entre la Chine et les États-Unis sur les accords commerciaux. C'est dur, on a eu un bel été, là c'est un peu plus compliqué. Alors comment les ETF peuvent nous sortir de tout ça? Alors pour rebondir sur le CAC 40, ouais. On peut effectivement acheter l'ETF CAC 40, on va plutôt se placer dans un horizon plutôt court terme, enfin plutôt long terme, pardon, au contraire. Là, on a mis à titre illustratif le nom de l'ETF et ses codes pour l'acheter, pour le négocier en bourse avec le code ISIN qui commence par FR et puis le code mnémonique CAC. Vous retrouvez les frais de gestion de 0,25% par an. Alors, si on veut acheter le CAC 40, on peut l'acheter comme ça. Ce qui est important, c'est de regarder un petit peu les composants, la manière dont est fabriqué l'indice. C'est pour ça que je vous ai mis la répartition sectorielle et les principaux composants qu'on retrouve sur le site Lixor ETF. J'évoquais tout à l'heure la composition par pondération, par capitalisation boursière. Donc on se rend compte que Total, et Sanofi et LVMH, eux3 représentent près de 25% de l'indice. Et puis on va retrouver la répartition sectorielle, biens de consommation, industrie, finance, etc. Je vous parle de cette ETF qui peut éventuellement être achetée en fonds de portefeuille et donc de manière un petit peu périodique. C'est-à-dire que pour moyenner son prix d'entrée, on peut choisir d'acheter un fragment chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Et donc, c'est encore, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, mais de garder l'ETF sur du long terme. Ça peut être fait dans un compte titre, dans un PEA et même aujourd'hui dans une assurance vie. De plus en plus d'assureurs tendent à référencer des ETF et donc l'investisseur peut bénéficier de ce cadre fiscal avantageux. Alors Valérie parlait CAC et parlait tactique et stratégie. On peut éventuellement utiliser l'ETF BX4 qui est le Daily Double Short que j'évoquais tout à l'heure. BX4 c'est le code mnémonique qui est bien connu des investisseurs actifs particuliers et dont les frais de gestion sont un petit peu plus élevés, 0,6% par an. Parfait, on va peut-être jeter un œil au S&P maintenant. Oui, alors... Est-ce qu'il se porte mieux que notre bon CAC? Pas mieux. Ah bah si. Ah si. Ah bah si, beaucoup mieux. Voilà une bonne nouvelle au moins. Beaucoup mieux, c'est à pâlir de jalousie vraiment parce que les indices américains ont consolidé légèrement en début d'année. On a mis quelques mois à se remettre et au début la hausse a été extrêmement lente, mais enfin le S&P a rejoint au mois d'août de nouveaux sommets historiques et en fait on s'y maintient. Donc pour le moment on n'a aucun signal de vente sur les actions américaines. Donc quand on utilise justement les ETF et qu'on regarde les différentes tendances dans le monde, il faut se dire que il est vraiment important d'avoir une partie de son portefeuille investi aux États-Unis. J'ai pris l'exemple du S&P 500, mais en fait, les autres indices sont tout aussi forts, que ce soit le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite. Ils ont en ce moment une performance équivalente à celle du S&P. Moi, j'ai une petite préférence pour le S&P parce que c'est un indice qui est quand même un petit peu moins volatile et comme il nous propose la même performance à volatilité égale, à volatilité différente, je préfère l'indice le moins volatile des deux. Mais ça serait vraiment dommage de se priver de l'investissement sur les actions américaines dans la période actuelle parce que c'est vraiment eux qui tirent et qui tiennent les indices mondiaux. Sans les indices américains, les indices européens, on ne sait pas où ils seraient, mais beaucoup plus bas. Alors Aurélien, on traque le S&P? Si on veut traquer le S&P, c'est tout simple. On peut le faire avec le Lixor S&P 500. De code mnémonique SP5, c'est le code qu'on va rentrer chez son courtier, chez son intermédiaire financier pour acheter le produit. Si on a envie de savoir un peu ce qu'on achète quand on achète le S&P 500, d'abord on sait qu'on achète 500 valeurs américaines, ça c'est clair. Ce qui est un peu moins clair peut-être, c'est la répartition sectorielle et les premières valeurs de l'indice. Alors je vous les ai mis ici. On doit savoir quand on achète le S&P 500 qu'on achète près de 5% d'Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Donc on achète beaucoup de technologies de l'information.
c'est pas un piège, c'est juste il faut se pencher sur cette information-là. Donc c'est tout à fait reflété dans la répartition sectorielle. Quand j'achète cet indice à travers cet ETF, j'achète pour plus de 25% de technologie de l'information, et puis viennent ensuite les banques pour 15%. On sait que les bancaires, contrairement à l'Europe encore une fois, ont bien progressé aux US et donc représentent une partie importante de cet indice. Cet ETF est éligible au PEA, c'est ce que je mets dans le tableau, avec des frais de gestion très réduits. Et le dernier point que je veux signaler sur cet ETF, c'est l'exposition au dollar. Donc j'ai une exposition au marché action, ça c'est plutôt assez clair. En revanche, ce qu'il faudra tenir en compte, c'est aussi l'évolution du dollar versus l'euro. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, mais si le dollar progresse, eh bien comme moi je suis investisseur en euros, eh bien ce sera favorable. Donc j'aurai le double effet qui se coule. J'aurai la hausse si elle se poursuit du S&P 500 et puis la hausse du dollar. Valérie, on va jeter un œil au secteur financier maintenant. Oui, quand on réfléchit et quand on veut construire un portefeuille, donc Aurélien a insisté sur la diversification. C'est vrai que quand on achète un indice, en soi on est déjà diversifié, mais on peut rajouter une deuxième couche de diversification en se disant, plutôt que d'acheter et de mettre tout mon portefeuille en ETF CAC 40, parce que c'est une possibilité, hein, bien entendu, je peux mettre une partie en CAC 40, je peux aussi prendre des actions américaines parce que c'est pas cher avec les ETF et qu'elles montent bien. Et puis en fait en Europe il y a quand même quelques secteurs qui restent intéressants, même si le marché dans son ensemble est plutôt mollasson. Il y a des choses qui ont tendance à faire mieux que l'indice CAC 40. Alors pourquoi c'est intéressant? Quand l'indice monte, c'est pas super important de diversifier son portefeuille. En revanche, s'il y a un risque de baisse, et tant qu'on est dans une consolidation, on a toujours ce risque de baisse, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est intéressant d'aller chercher des secteurs qui potentiellement peuvent baisser moins que le CAC 40 parce que c'est plus agréable à détenir. Et ce secteur des services financiers, vous voyez que il est très tranquille, on n'a pas beaucoup de volatilité, mais on a des creux ici qui sont bien orientés à la hausse, et en fait on n'a pas le même phénomène de piège que ce que l'on a eu sur le CAC 40. Donc on vient de rebondir là sur une zone autour de 475 et on peut tout à fait revenir facilement à 518. Et donc c'est un indice qui lui peut progresser alors que le CAC est extrêmement incertain dans son intervalle. Donc il y a un avantage à détenir une partie, à supprimer une partie de CAC 40 pour mettre une partie de services financiers. Alors Aurélien, je suppose que vous avez un produit de bourse également sur ce secteur? Oui, nous avons un ETF sur le secteur banque. Valérie analysait l'Eurostoxx, le Stoxx Europe, donc qui est sur l'Europe au global. Nous, on a dans la gamme l'Eurostoxx, c'est-à-dire l'Eurostoxx Banks, donc c'est-à-dire un ETF sur les banques de la zone euro uniquement. Voilà, c'est le code mnémonique BNKE. Et de la même manière que sur le CAC 40 ou le S&P, eh bien sur cet ETF, on peut regarder un peu les informations sur l'indice. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cet indice Eurostoxx Bank? Eh bien il y a pas mal d'Espagne à hauteur de 30%, de la France 24% et de l'Italie à hauteur de 18%. Évidemment on va retrouver de manière symétrique des banques. Ce sera un indice donc qui sera relativement concentré sur quelques banques, puisqu'on voit que dans les principales composantes, on a Banco Santander à 15%, BNP à 13%, ING à 10%, etc. Je vous invite à regarder la composition complète. Mais en tout cas, oui, c'est possible de s'indexer sur un indice au sein de la zone euro, banque seulement. On va passer et terminer avec les services de la santé, sur le secteur de la santé, pardon. Oui, le secteur de la santé. Alors, le secteur de la santé, c'est un secteur qu'on dit défensif parce que souvent, quand les bourses baissent, c'est parce qu'on attend un ralentissement économique et que finalement, on est relativement peu sensible dans les dépenses à tout ce qui concerne notre santé. C'est le poste qu'on a tendance à supprimer en dernier, d'autant qu'en Europe et en France, on a la sécurité sociale qui dépense pour nous. Ce secteur de la santé, en fait, depuis début 2018, il est en hausse assez régulière et vous voyez qu'au cours de l'été, il a légèrement consolidé, mais cette consolidation lui a permis de revenir tester la précédente zone de sommet ici. Vous voyez comme on a monté, on a consolidé, on est revenu tester les sommets précédents, on est reparti à la hausse, on a reconsolidé sur les sommets précédents. Donc ça, c'est une dynamique qui est relativement saine et on peut là aussi s'attendre à ce que le service de la santé qui vaut autour de 750
750 actuellement, poursuivre sa progression au cours des semaines qui viennent pour revenir à 800, 805 qui sont les plus hauts d'il y a un peu plus d'1 an. Et le produit de bourse associé, Aurélien? Alors le produit de bourse associé, ce sera le HLT. Le HLT, c'est l'ETF Stocks Europe 600. Là, sur le graphique, on a mis, pour se diversifier, nous aussi on se diversifie, on a mis le MSCI World Healthcare. Donc c'est pareil, on est sur la santé, mais d'un point de vue monde. Et là, pour le coup, le code mnémonique, c'est HLT. W pour World. On aura des frais de gestion ici de 0,30% par an. Cet ETF en particulier n'est pas forcément éligible, n'est pas du tout éligible au PEA, mais de la même manière, dans la fiche technique PDF que vous retrouvez sur lixoretf.fr, eh bien, vous avez la composition par pays. On voit ici que par exemple, on est très exposé aux États-Unis, et puis les principales valeurs de l'indice. Alors cette émission touche à sa fin. Peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs pour justement parler de ces ETF, de ces certificats 100%, peut-être le site même. Oui, on peut retrouver tout ça. Le site Lixor ETF. Peut-être un dernier mot, on a des ETF ESG, donc sur l'économie sociale et solidaire qui sont sortis récemment et qui ont un succès croissant auprès des particuliers. Oui. Donc j'invite les spectateurs, on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission, eh bien, à regarder sur notre site internet lixoretf.fr tous les ETF autour de ces thématiques. Nous avons réalisé un dossier spécial. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous pour découvrir donc les produits de bourse Société Générale. Vous retrouvez évidemment tous les replays de cette émission sur sgbourse.fr. Tous les produits de bourse évidemment sont à retrouver sur ce même site. Merci encore pour votre fidélité et à très vite.